Mesdames et messieurs, je vous propose de passer à notre table ronde intitulée L'inclusion, un engagement levier de recrutement, pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir 5 intervenants. J'invite Madame Sophie Dermy à me rejoindre sur scène, ainsi que Florence Joly. Voilà, Franck Ribio, que je vois juste devant moi, ainsi que Paul-Maxence Deveugle et Monsieur Romaric Pelletier. Et je vous demande de les applaudir, bien sûr. Bien, avant de commencer, dernière petite sollicitation auprès de notre auditoire. Je voudrais vous poser une petite question avant de commencer. Comme à l'accoutumée, on aura les résultats en fin de table ronde. La question est la suivante. L'inclusion et la diversité constituent-ils pour vous un levier fort d'innovation dans le recrutement? On a vu qu'on avait pendant toute l'après-midi un certain nombre de pistes pour innover dans le recrutement. Est-ce que vous êtes convaincu que ça représente pour vous un levier fort d'innovation pour le recrutement de demain? Merci d'être avec nous. Bienvenue. Je vais commencer par vous, Sophie. Vous êtes juste à côté de moi. Sophie, vous êtes la responsable RH de RTA, la régie de transport de l'Aisne. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter l'entreprise, les métiers qui existent et puis les besoins de recrutement, puisque c'est notre sujet du jour? Alors, la RTA, la Régie régionale des transports de l'Aisne, embauche aujourd'hui 370 collaborateurs, dont 80% sont des conducteurs de car aujourd'hui. Les 20% restants sont des mécaniciens, des carrossiers. L'équipe support également, tels que le financier, le commercial, bureau études et méthodes, les services RH et bien entendu les autres. La RTA, aujourd'hui, c'est 100% des lignes régulières sur tout le territoire de l'Aisne et 74% des lignes scolaires. Nous avons également 4 centres, un centre sur Gauchy, donc qui est le siège social, avec un dépôt sur Guise et Hirson, un centre sur Laon, Soissons et Château-Thierry. En matière de recrutement, donc, comme je viens de vous l'expliquer, les conducteurs de car, 80%. Je pense que je préciserai après notre façon de réagir, d'anticiper nos besoins, d'anticiper les recrutements et les actions, en tout cas, que nous mettons en place depuis un certain nombre d'années et de mois. Mais on sait ô combien le métier du transport est en tension. La pénurie des conducteurs de car, en effet, se ressent. Je veux dire, on a la chance aujourd'hui d'avoir notre effectif et les actions que nous avons mises en place, en tout cas, nous servent aujourd'hui positivement. Et nous avons des candidatures que on ne laisse pas passer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un interlocuteur disait, voilà, on répond aux candidatures, au CV. Nous, quand on reçoit un CV, on s'engage à appeler la personne, on s'engage à la recevoir et aucun CV restera en attente sur le coin du bureau. Oui, et puis cette situation de pénurie n'est pas propre aux Saint-Quentinois, mais ces métiers de conducteur et du transport sont vraiment touchés par cet enjeu. Tout à fait. Florence Joly, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable RH du groupe Alcor. Même question, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter la structure, les métiers qui existent et les besoins de recrutement dont vous vous occupez au quotidien? Très bien, bonsoir à tous. Donc Alcor Group, situé dans la zone industrielle de Rouvroy-Morcourt, à Saint-Quentin. Donc nous sommes une coopérative, donc au service de nos adhérents, 130 adhérents. Nous sommes un grossiste, nous achetons en gros et nous préparons les commandes pour nos adhérents ou les clients de nos adhérents. Et ce sont des fournitures scolaires, de mobilier, notamment la marque majuscule que vous devez tous connaître si vous êtes natif du Saint-Quentinois. Donc nous sommes 230 salariés, 130 pour la logistique et une centaine pour les tertiaires. Et c'est surtout dans ces métiers tertiaires que je recrute et qui n'est pas si simple à recruter, notamment dans l'informatique, la compta, le transport. Oui, voilà. Donc j'en ai bien encore une dizaine à recruter.
Voilà pour Alcor. Nous aussi, hein, on fait beaucoup via les réseaux sociaux hein, pour recruter, LinkedIn, Indeed, etc. Mais on répond aux candidats puisque c'est très important. Ça m'est arrivé également de conserver des relations privilégiées avec des candidats et d'y retourner pour lui demander de venir. Ou alors une personne qui avait cassé sa période d'essai parce qu'elle s'était trompée sur le poste, de la repositionner sur un autre poste avec sa compétence spécifique qu'elle avait. Donc je veux dire, voilà, on cherche effectivement maintenant à adapter et à innover dans le travail à la personne plutôt que de recruter telle qu'elle sur nos compétences recherchées. Et on verra comment vous recherchez toutes ces compétences. Romaric Pelletier, bonjour et merci de participer à cette table ronde. On en a déjà parlé pas mal aujourd'hui. Tout le monde connaît un peu L'Oréal. Vous pouvez nous présenter l'usine de Gauchy en tant que telle, dont vous êtes le directeur, ses métiers et les besoins de recrutement qui y existent? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc Romaric Pelletier, directeur d'usine L'Oréal à Gauchy. C'est une usine qui fait des produits de parfum pour le luxe, toutes les marques de luxe du groupe L'Oréal. C'est une usine qui fait... Alors, je vais parler au nom aussi de l'usine qui est à Gauchy encore, L'Oréal, Soprocos, pour ceux qui connaissent la région. Vincent Méneret, qui est directeur de cette usine. On a des process de recrutement, des besoins, des profils qui sont identiques. On a une dynamique identique aussi en termes d'activité, avec une usine de Soprocos qui va se transformer et donc recruter fortement. Mon usine qui est en train de se transformer aussi, qui va s'agrandir dans les 3 ans à venir. Donc on va avoir des gros besoins de recrutement et on a des process et des dispositifs similaires. Donc je parle au nom des 2 usines. Ça représente aujourd'hui 600 personnes à peu près, hein, peut-être un petit peu plus, CDD, CDI forcément, et des intérimaires. Donc on a 600 personnes et ça va ne faire que croître. On a déjà des dispositifs. Et quand on dit gros besoin de recrutement? Alors je ne vais pas prendre d'engagement ici parce que c'est pas le lieu. Ce qui se passe à la CCI reste à la CCI. Hein. Je ne vais pas prendre d'engagement, vous bien entendu, des micros. Non, mais on a des besoins. Tout simplement, moi, je vais augmenter la production de 50% sur mon site à l'horizon de 3 ans. Donc voilà, on peut imaginer les besoins très opérationnels. Donc on a des profils qui sont très opérationnels, opérateurs de ligne, techniciens, des caristes, quelques caristes aussi. Et c'est des profils très différents versus des jeunes cadres ou des managers expérimentés que l'on recherche. Ce n'est pas du tout la même philosophie et les mêmes problématiques. Les profils très opérationnels, c'est des gens du territoire saint-quentinois. D'accord. Et sur ces profils, on a des opérateurs de conditionnement pour lesquels on a un pool de personnes à recruter qui est très important. Là, on vient de recruter 6 opérateurs qu'on vient d'embaucher, 8 opérateurs qu'on vient d'embaucher. On avait 200 ou 300 CV qui sont arrivés. Et encore, on a coupé assez vite les demandes parce que sinon, on se fait vite dépasser. Et lorsqu'on veut recruter des techniciens de maintenance, sur 2 embauches souhaitées, on a eu 6-7 CV, je crois. Et on a laissé traîner pour avoir des CV. Donc 2 difficultés très différentes. 2 contextes bien particuliers. Exactement. On reviendra dessus. Paul Meixen de Veugle, merci d'être avec nous également. Vous êtes un jeune entrepreneur du territoire. Soptol, c'est bien ça, le nom de la structure. Vous nous expliquez son champ d'action. Exactement. Donc nous, on est une tôlerie chaudronnerie. Qu'est-ce qu'une tôlerie chaudronnerie? On part d'une feuille d'acier qu'on va découper, plier et ensuite assembler. On est une petite entreprise locale, on est 30 salariés, sur lequel donc, une grosse partie de nos effectifs sont donc des chaudronniers. On en a une petite vingtaine. Notre objectif est des recrutements qui sont un peu moindres que les vôtres, je dois le reconnaître, mais qui restent relativement importants. Un chaudronnier, contrairement à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure lors de la précédente conférence, c'est 5 ans de travail en amont. Si vous voulez être un bon chaudronnier, vous devez faire 3 ans d'études minimum et ensuite pratiquer. Donc nous, à la base, on a forcément besoin de gens qui ont un savoir-faire. On fait un magnifique métier. Chez Soptol, nos équipes vont aussi bien travailler pour Hermès. C'est nous qui fabriquons toutes les vitrines du Faubourg Saint-Honoré, toutes les parties en acier. On va aussi bien travailler pour des gens comme vous, pour des bons duels, où on va leur faire des ensembles sur mesure en inox, que pour des particuliers, des entreprises du bâtiment. On est un métier magnifique où on part d'une feuille et on réalise n'importe quoi. C'est extraordinaire. Maintenant, je viens ici pas que pour mon entreprise.
on a un projet qui est l'objectif est de créer sur notre territoire d'industrie, donc celui de Ham, celui de Saint-Quentin, qui est une école de production. Et on en parlera après, puisqu'il y a une vraie politique d'inclusion aussi là-dessus. J'accueille un dernier intervenant. Merci Franck Rubio d'être avec nous. Vous êtes le dirigeant, le président de Randstad et OSHA, c'est ça, hein? OSI, pardon. Excusez-moi. Mais je prends l'autre nom aussi, pas de problème. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Vous avez survécu 2 pauses et il est 5 heures de l'après-midi, donc bien joué, félicitations. En fait, ils avaient envie de revenir aussi, hein, je pense. Oui, Moi, ils m'ont. Et Romaric, juste pour votre information, c'était pas un droit à l'image qu'ils vous ont fait signer, c'était bien un commitment, un engagement sur le nombre de recrutements que vous deviez faire. Donc, il faut toujours lire les documents. C'était les petites lignes, ça. C'était la petite ligne en bas. Donc, le groupe Randstad, c'est dans mon périmètre France, c'est 8000 employés. Bien sûr, les gens nous connaissent pour l'intérim. C'est je dirais le nom Randstad est associé à ça, mais on a aujourd'hui 4500 employés qui travaillent sur 900 sites pour à peu près 26 000 clients qui recrutent de tous les profils. Mais on a aussi, ça c'est moins connu, 3500 ingénieurs qui travaillent pour nous. Donc quand vous rentrez dans votre voiture un peu plus tard ce soir et que votre téléphone se connecte avec votre voiture, il y a une chance sur 2 que ce soit un ingénieur OSI qui ait fait la connectivité entre votre voiture et votre téléphone. Quand vous prenez l'avion et que vous allez où vous allez en vacances et qu'il y a un système qui ne marche pas, il y a une chance sur 3 qu'il y a un ingénieur d'OSI qui ait fait le système de vérification pour que les commandes de pilote en fait marchent quand le système primaire ne marche plus. Et ça, c'est une activité qui est un petit peu moins connue du groupe Randstad. Au total, c'est 85 000 intérimaires. On fait de plus en plus d'activations dans le freelancing aujourd'hui, pour revenir un peu à la conversation d'avant. Énormément de choses dans la diversité, on va en parler. Et on doit être aujourd'hui les plus gros recruteurs de CDI en France, puisqu'on a recruté pour nous-mêmes 2000 personnes l'année dernière. Et on a fait à peu près 25 000 recrutements pour nos clients en CDI. Donc c'est moins connu avec tout un tas de marques. Et peut-être la dernière chose à dire, c'est qu'on a aussi un job board qui s'appelle Monster. Et Monster fait partie aussi du groupe Randstad. Donc voilà, une grosse diversité avec pas mal de profils et pas mal de clients. Un panel d'actions qui, on verra, vous offre des regards sur pas mal de sujets. Je vais continuer avec vous et parce que je vais poser d'abord la question, ce n'était pas forcément ce qui était prévu, mais on parle beaucoup d'inclusion, on met beaucoup de choses, ça recouvre beaucoup de réalités. Si en quelques mots, vous deviez définir ce qu'est l'inclusion, qu'est-ce que vous en diriez ? C'est difficile à définir en 2 mots, puisque pour beaucoup de personnes, je pense, si on vous interviewe tous les uns derrière les autres avant que vous partiez ce soir, donc vous êtes là jusqu'à minuit, et qu'on vous demande ce que c'est l'inclusion pour vous, vous aurez tous une définition, et toute une définition un peu différente de ce que ça peut être. Nous, la manière dont on le regarde, c'est... j'ai travaillé à l'étranger pendant 29 ans, donc je prends aussi ma vision étrangère. C'est déjà tout ce qui est sur la diversité de culture, diversité de religion, diversité de sexe, diversité au niveau du handicap et les situations de handicap. Et puis après aussi une diversité dans les opinions, donc ça on en parle beaucoup moins, mais ça peut être aussi l'inclusion par le fait qu'on va avoir des gens qui viennent de backgrounds différents, de formations différentes, de sensibilités différentes, et qu'on va amener dans l'entreprise avec des opinions différentes de ce que peut être l'entreprise. Il se trouve, par exemple, que j'ai travaillé avec L'Oréal quand j'étais en Australie et qu'on avait fait gagner un projet de vie à une Australienne on leur avait fait une compétition sur le web. Et c'était le meilleur job du monde, c'était pas ça ? C'était le meilleur job du monde. Et on leur faisait gagner un tour du monde avec une société. Et le tour du monde avait été gagné avec L'Oréal. Et la personne qui avait gagné, c'était une jeune. Et son profil était de dire moi, je ne veux pas travailler pour L'Oréal parce qu'ils font des essais sur les animaux. Et donc, on lui avait fait faire le tour du monde avec L'Oréal, y compris dans des centres de R&D de L'Oréal, pour montrer qu'en fait, non, les essais n'étaient pas faits sur les animaux, mais étaient faits sur des matières qui étaient différentes. Et donc, ça avait changé complètement sa vision du groupe. Et donc, la diversité, c'est aussi ça, et l'inclusion, c'est aussi ça. C'est montrer aux gens, en fait, ce que sont les réalités, comment le faire dans l'industrie, comment le faire dans le transport, et les faire changer d'avis, en fait, sur les outils de travail qu'on a aujourd'hui en France et qui sont des beaux outils de travail. Sophie, Florence, vous avez complété cette définition de l'inclusion pour vous ? Alors oui, tout à fait. Nous, au sein de la RTA, on recrute à tout âge et à tout niveau. Donc l'inclusion, la diversité s'inscrit pleinement dans le recrutement.
On a aussi des engagements avec la région. On a une clause sociale d'insertion. Donc on a l'obligation, je vais dire, de réaliser un certain nombre d'heures chaque année. Donc à trouver des profils des jeunes de moins de 26 ans qui sont sortis de l'école avant un CAP, BEP, des demandeurs d'emploi de longue durée, des travailleurs handicapés. Donc cet engagement avec ce nombre d'heures, cette année nous avons réalisé plus de 25 000 heures en 2022. Donc ce qui est très très bien par rapport à ce public qui est concerné. Après on s'oriente également vers les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation pour embaucher nos futurs collaborateurs de demain et les former. Ça, c'est vraiment très essentiel au sein de notre entreprise. Et nous sommes associés avec des organismes de formation pour faire passer les titres de professionnalisation, donc pour nos futurs conducteurs, et ce qui nous permet de les rencontrer, de faire des périodes d'immersion également au sein de la RTA avant de trouver ces potentiels candidats. Et déjà, ils auront un pied dans notre entreprise. On les valorise et on les fidélisera ensuite après l'embauche. Donc oui, l'inclusion, diversité, hommes-femmes également, la répartition qui est très importante chez nous dans le transport. Les femmes représentent plus de 40% de notre effectif. Les travailleurs handicapés également. Donc en effet, un vaste sujet qui est au centre en tout cas de notre recrutement. Romaric Pelletier, on parle quelquefois de l'inclusion comme un phénomène de mode qui résulterait du contexte tendu du marché du travail. Comment on l'appréhende chez L'Oréal ? Quelle importance on lui donne, ou en tout cas, quelles mesures on lui donne dans les recrutements et dans la vie de l'entreprise d'une manière générale ? Pour moi, alors je ne vais pas parler pour L'Oréal, je vais vous dire après ce que fait L'Oréal. Pour moi, et dans l'usine que je dirige, l'inclusion ne doit pas nous servir, nous. L'inclusion, on ne doit pas se faire de publicité autour de l'inclusion. C'est toute la difficulté que l'on voit. Il y a beaucoup de pubs autour de l'inclusion. Pour moi, l'inclusion, c'est rendre des gens employables, chez L'Oréal ou ailleurs, et qu'ensuite, ils ne fassent plus partie de ce terme inclusion. C'est des employés comme les autres. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Je ne cherche pas à faire de publicité là-dessus. C'est super important de le dire, en tout cas pour moi. C'est pas de la com. C'est pas de la com. Il y a un vrai engagement d'aider. Il y a des gens qui sont, à un moment donné, on parle de diversité, mais il y a des gens qui sont très éloignés de l'emploi, par des parcours de vie qui sont complexes, difficiles. Notre rôle, et une entreprise comme la nôtre, L'Oréal, qui a les moyens de le faire, doit à un moment donné s'engager pour aider, donner des formations diplômantes. Et ensuite, il n'y a pas de passe-droit. Ces personnes, on a pu le démontrer par des organismes, des dispositifs comme Humando, on les accompagne. À un moment donné, quand il y a des recrutements, ils prennent le même process qu'une personne lambda pour être recrutée. Il n'y a jamais de passe-droit. Et c'est toute la force, quelqu'un qui réussit à faire ça. C'est juste exceptionnel. Et on a des gens qui sont embauchés comme ça, et qui deviennent ensuite des tuteurs de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Enfin, c'est toute une démarche et c'est pas de la com, c'est une action sociale et de la normalisation. C'est important quand on a. En tout cas, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que l'équipe, en tout cas, le fait vivre dans notre entreprise. Et le groupe L'Oréal a un devoir au sens large de faire de la vraie inclusion très forte et un groupe comme le nôtre doit faire aussi de la communication autour de ça. C'est important. Des boîtes comme les nôtres doivent en faire. Ne serait-ce que de le faire savoir, comme disait Cécile Delon tout à l'heure, pour dire que c'est possible et que les portes peuvent être ouvertes ou peuvent s'ouvrir en tout cas. Mais totalement, il le faut. Il le faut. Blanche Joly, vous recrutez, comme vous le disiez tout à l'heure, de manière assez importante. Quelle part représente l'inclusion dans tout ça, ou comment vous le placez dans votre dispositif finalement ? Alors, disons que moi, je suis un peu comme vous. Personnellement, voilà, je suis contre le quota positif ou ces choses-là. Mais Alcor s'est engagé dans une démarche RSE. Et j'aime bien partir de la RSE pour justement profiter de recruter autrement ou voilà, d'engager aussi les collaborateurs. Voilà. Et donc, la démarche RSE, nous, on s'est engagé dedans et on a 2 étoiles. Je ne sais pas si vous connaissez le label, donc c'est un label confirmé. Et à travers ça, donc, au niveau de la RH, on a un pilier qui s'appelle la marque employeur, l'attractivité. Et donc, on a mis 3 actions principales. Une action qui est la protection des données, la charte éthique, voilà, le code éthique, qui nous semble important dans chaque métier. Mais celui qui m'intéresse le plus, moi, c'est justement l'attractivité et la marque employeur en tant que telle, quoi. Et à travers ça, on fait pas mal d'actions QVT, qualité de vie au travail, ou SBT, pour ça dépend les appellations dans chaque société. Et là, on en profite voilà, pour l'engagement des collaborateurs, l'implication des collaborateurs.
Et là, voilà, les petites actions. Il y a un food truck. Il y a des quiz, ça permet la fidélisation aussi aux collaborateurs. Donc je m'écarte un peu de la diversité en général, mais en tout cas, voilà, moi ça me semble important d'en parler. Et au niveau donc de l'inclusion, pour revenir au sujet, donc nous on s'est intégré donc notamment avec le réseau RH et Pôle Emploi, des Axis, Humando, voilà des partenaires de l'emploi. On s'est engagé, donc on a fait une journée, une après-midi pour les détachés ukrainiens, un job dating. L'Oréal était là. Je la reconnais, la dame. Donc on a fait visiter l'entrepôt et après on a reçu les personnes. Il y avait une douzaine de détachés ukrainiens qui recherchaient du travail. Donc voilà, on fait notre action sociale, RSE, responsabilité sociétale des entreprises. On a fait la journée du OD. Ça aboutit à quoi cette journée? Alors ça aboutit, je l'espère. En tout cas, nous, on a une périodicité forte dans l'année, donc elle arrive un peu plus tard l'année prochaine. Nous, on est plutôt en période basse, là, donc on ne manquera pas, en tout cas, Axis a bien entendu mes attentes sur ma période forte, mais j'espère qu'ils ont trouvé du travail d'ici là. Donc voilà. Ils sont rentrés chez vous. Et ben voilà, vous voyez. Il y en avait un qui me plaisait bien, en tout cas pour le marketing. Je ne vais pas le lâcher, celui-là. Du OD, donc je ne sais pas si ça parle aussi. C'est du mentorat, du parrainage, c'est ça? Alors, c'est ça. C'est pour les travailleurs handicapés, une insertion des travailleurs handicapés, où là, c'est une journée où on intègre des personnes qu'on n'a pas l'habitude, parce que nous, on travaille avec des ESAT. Je pense qu'il y a pas mal de sociétés qui travaillent avec des ESAT. Et là, donc, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas, que nous intégrons sur une journée. Donc forcément, on est en doublon avec eux et on leur explique nos métiers. Et ça permet à eux de découvrir un autre univers et pourquoi pas après d'intégrer un ESAT avec qui on va travailler après par la suite. Donc ça donne une ouverture d'esprit. La semaine de l'industrie, vous en parlez tout à l'heure. Donc nous, demain, c'est notre créneau à nous avec MBK. Je ne sais pas s'ils sont là. Donc on a en fin d'après-midi, on reçoit une douzaine aussi de personnes qui sont dans l'insertion, avec PLI, mission locale, et qui viennent donc visiter aussi l'entrepôt. Moi, je vais faire une petite présentation et ça leur permettra aussi de découvrir les métiers. Donc nous, voilà, dans ces cas-là, là, on est plutôt sur les métiers de la logistique avec les opérateurs logistiques, donc les préparateurs, les caristes. Et voilà, les filmeurs. Et quand vous les recrutez, l'intégration de ces personnes en insertion, en diversité, en inclusion, alors, comment vous gérez ça? On fait des POEC, on en a parlé aussi tout à l'heure, donc c'est 210 heures, donc c'est surtout, nous on a une semaine, ils font d'abord en organisme de formation et après ils sont une semaine chez nous en formation et après ils s'intègrent en tant qu'intermédiaire sur toute la saison. Donc d'avril à octobre. Très bien. Paul Bexent, on arrive à votre projet. Vous, l'inclusion, c'est une autre traduction, c'est aussi un autre type de public. Vous pouvez nous raconter votre projet, votre idée de formation, comment ça vous est venu, quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre. Et j'ai cru comprendre que là aussi, il s'agit d'un projet collectif avec plusieurs employeurs. Exactement. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer un peu mon parcours professionnel à moi. On m'a demandé de faire S, j'ai fait S. On m'a demandé d'avoir une option maths, donc j'ai fait option maths. J'ai eu mon bac. C'était qui on? Les parents. Les parents ont demandé, donc j'ai fait maths, option S, option maths. Très mauvais en maths, donc je l'ai eu pile grâce au français où j'ai eu 19. Et l'option équitation, aussi improbable que ce soit. Donc je me suis retrouvé en école de commerce où j'avais du mal à comprendre l'intérêt de mes cours. Histoire de la banque, ça parle pas à grand monde. Et tout d'un coup, j'ai découvert l'alternance. Et là, ça a donné du sens à mes études. J'ai compris ce que je faisais. J'ai compris pourquoi je le faisais et où est-ce que j'allais. Je me suis passionné par mon métier. Je me suis passionné par mes études. Ce qui m'a permis derrière de faire une 6e année d'études, de faire mon MBA à l'EDEC et de pouvoir grandir et apprendre.
J'étais absolument pas fait pour le général. Et Mon vous frère, êtes réconcilié avec les maths à l'EDEC? pas totalement. D'accord. Les maths, c'est pas encore mon truc. Mais pour ça, pour la partie technique, j'ai la chance de travailler avec mon frère, qui lui est ingénieur avec un parcours scolaire pas parfait mais pas loin, et qui a terminé en 5 années avec un double diplôme, à la fois en ingénierie et à côté en gestion des entreprises en cours du soir. Deux profils différents, mais en même temps des besoins différents. De ce constat-là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il n'existe pas un système éducatif, il existe une multitude de systèmes éducatifs qui permettent de faire grandir nos jeunes. On va revenir sur le sujet initial. Avant le Covid, les jeunes perdus qui ont disparu du système, c'est 100 000 personnes. Les générations sacrifiées, comme on le dit. Exactement. Après Covid, tous ces décrocheurs scolaires, c'est 500 000 personnes. Sur notre territoire d'industrie, l'Est de la Somme, vous avez, ça a baissé, 48% des jeunes de 18 ans qui sont sans formation, sans emploi. 48%. Ok, il faut recruter. Ok, il faut aller de l'avant. Maintenant, on pense, on est plusieurs dirigeants, on est des institutionnels aussi, on remercie Saint-Quentin, on remercie également l'Est de la Somme de nous donner un coup de main, à penser qu'il faut prendre le problème à l'envers. On a des formations qui sont géniales, on a des profs d'enseignement général qui sont top, on a des lycées pro, on a Proméo. Proméo est une excellente école dans nos métiers à nous qui forme des chaudronniers. Sauf que derrière, on n'arrive pas à raccrocher certains jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? On a décidé de créer une école de production sur notre territoire d'industrie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une école de production? Levez un peu la main, dites-moi ceux qui savent ce que c'est. La pression. On est à un peu moins de 5%. Donc pour vous expliquer ce que c'est le faire. Excusez-moi, je ne suis pas aussi précis que votre logiciel. Donc pour vous expliquer, c'est le faire pour apprendre. On prend des jeunes de 15 ans, ils passent 70% de leur temps dans l'atelier de l'école à produire pour des entreprises et 30% de leur temps en cours. On va par exemple dans notre cas leur faire un pliage. Le pliage n'est pas bon. Très bien mon grand, viens, on va en classe et je vais t'expliquer pourquoi ton pliage est faux. T'as vu, t'as compris? Ok, très bien, ça c'est Pythagore. Maintenant t'as compris ce qu'était Pythagore. Avec ce système, on prend des jeunes de 15 ans que Proméo, que les lycées ne peuvent pas prendre, donc on va chercher des jeunes différemment, on leur apprend un métier, on leur donne confiance, on leur donne un diplôme, et ensuite on les réinsère. On repart à la base. Comment nous est venue cette idée? Tout simplement, les écoles de production existent depuis 100 ans. On a des connaissances, des gens brillants, des dirigeants assez visionnaires, Poquelin, CMC entre autres, qui ont créé la leur en 1 an. Ils sont sur le territoire compiègnois. Vous avez Proméo, vous avez également des lycées techniques. Ils ont monté leur école. Une initiative privée pour aller chercher des jeunes, leur donner confiance, leur apprendre un métier et derrière les réintégrer et ensuite arriver sur vos sites pour pouvoir bouger dans nos différentes entreprises. Mais avant, on va chercher les décrocheurs. Et donc, quand on a vu ce que ces entrepreneurs du Compiègnois ont fait avec cette école qui s'appelle ETEC, on s'est dit pourquoi pas nous? Alors nous, on est une PME, on avance depuis 1 an et demi, 2 ans sur le projet, tout seul dans notre coin. On a été chercher des subventions, on avance. L'association est créée pour pouvoir porter le projet dans 3 semaines. Et aujourd'hui, on cherche de bonne volonté des entreprises, des collectivités qui sont prêtes à nous aider et qui sont prêtes à aller encore plus loin et à créer cette école pour qu'elle puisse être lancée en septembre 2023. Donc, demain. On est sur un CFA de multi-employeur. C'est peut-être un détail, le statut, mais... Alors, le statut, c'est un statut associatif. Donc, c'est-à-dire qu'on est un peu à part. On crée une association qui va porter le projet
qui va monter le programme pédagogique. Une fois que le programme pédagogique est monté, on va chercher les entreprises, on va chercher la partie éducation, donc des gens dans l'enseignement, et on va également chercher les collectivités locales pour pouvoir construire ce qu'il faut pour former des jeunes localement pour des entreprises locales. On a de très gros projets, de très beaux projets qui se créent sur le territoire. Ils vont avoir besoin de chaudronniers. Ils vont avoir besoin de tuyauteurs. On va se rencontrer, il va me dire quels seront ses besoins, et on va former des jeunes localement pour ses besoins sur le long terme, pour avancer. Et dans cette association, on va chercher le trio gagnant. Les collectivités, les entreprises, l'éducatif. Les trois font que on va pousser des jeunes à grandir et à revenir dans le système éducatif. Donc si j'ai bien compris, on va chercher les jeunes différemment, décrochage scolaire, 16, 17, 18, 19 ans, enfin, plutôt cette tranche d'âge-là. Et la spécificité de la formation, c'est de se dire, c'est l'apprentissage par l'exemple, c'est ça ? On fait pour apprendre. Des pédagogies un peu inversées ou des... Exactement, on est sur une pédagogie un peu inversée, où déjà on les prend à partir de 15 ans. À 15 ans, personne ne prend des jeunes de 15 ans en stage. On n'a pas forcément le droit. Là, je pense que c'est plutôt à vous que je vais demander. Mais c'est pas possible. Les écoles ne prennent pas non plus, telles que Proméo, ne prennent pas des jeunes de 15 ans en alternance. Nous, vu que l'atelier est dans l'école, on leur apprend tout de suite. Ils vont produire dès la première année. C'est ça l'objectif. Spécificité, alors. C'est-à-dire qu'on est exactement. Pardon, excusez-moi, je n'ai peut-être pas été suffisamment clair. Non, c'était pour bien comprendre. On va produire dès la première année. On va leur demander de fabriquer pour des clients dès la première année. Donc, on va chercher de la production. On leur fait le timing, on fait le temps, on fait la vente. Et une fois que la vente est faite, ils commencent à fabriquer. Donc, à l'âge de 15 ans, ils fabriquent. Ils savent ce que c'est qu'une production, ils savent ce que c'est que la perte matière, et en même temps, on les forme à un diplôme. On leur fait une tête bien faite. Ben bravo, belle initiative. Je pense que c'est prometteur, en tout cas, pour la rentrée prochaine. Alors, prometteur, oui et non. C'est qu'aujourd'hui, on est au taquet, on a envie d'y aller, on a besoin de vous, on a besoin des entreprises, on a besoin des collectivités. Je remercie encore Saint-Quentin de me laisser parler, et Madame Macaré de nous aider à porter ce projet. On a besoin de vous, des grandes entreprises, pour aller chercher ces jeunes, pour créer. On a besoin de subventions, on a besoin d'aide. On a également besoin de travail pour les faire avancer. Et du coup, on compte sur vous. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Hakim si le projet vous intéresse, pour pouvoir avancer avec nous. Réseau RH fera de plaisir, je pense, de faire le lien. Je vais revenir vers Franck Ribio, mais je pense que Romaric Pelletier voulait réagir. Oui, je voulais rebondir. Je trouve que c'est une très très bonne idée, initiative, d'essayer de récupérer tous ces jeunes qui sont finalement décrochés de plein de choses. Il faut aussi accompagner, et c'est Élodie Lecieux, qui est ma DRH, m'en parle régulièrement. Il faut aussi, à un moment donné, faire comprendre à ces jeunes que travailler dans une usine, c'est pas sale. Hein. Une usine, maintenant, elles sont super propres, c'est moderne. Le 4.0 est partout. Enfin, moi, je vis mon métier. L'aspect technologique, c'est ça ? J'aime ce que je fais profondément. J'aime travailler dans une usine. Je n'ai fait que ça, d'ailleurs. Hein. Depuis que je commence à travailler, je ne compte pas les années. Et je n'ai fait que ça. Mais travailler dans une usine, c'est formidable. Il y a un esprit de groupe, il y a une fraternité, on rit, on s'amuse, on travaille, on transpire, on stresse. Et ça, il faut qu'on arrive à casser ces codes. On produit, oui, on produit. Et d'ailleurs, dans notre usine, on produit pour le monde entier. Enfin, à Gauchy, on fabrique tous les produits de luxe, Armani, Saint-Laurent, Lancôme, dans le monde entier. Vous allez à New York, c'est nous qui l'avons produit. Et c'est une valeur ajoutée, une fierté qui est démentielle. Mais il faut attirer les jeunes pour leur dire que l'usine, c'est indispensable et c'est merveilleux d'y travailler. Et le deuxième point, quand on parle d'inclusion aussi, c'est la difficulté à accompagner certaines personnes. Il faut avoir les personnes dans l'entreprise pour pouvoir accompagner. Il faut certaines formations, il faut savoir s'adapter aussi. Il y a différentes difficultés de développement, de handicap, et tout ça, il faut être en capacité de les aider. C'est bien beau de dire on fait rentrer du monde, mais si les managers ou les tuteurs qui sont présents ne savent pas quoi faire, ça c'est une vraie difficulté. Donc il faut développer et former. Vous parliez de fierté, etc. Je le comprends bien. Comment on fait pour vous, et j'imagine que vous avez des relations avec des jeunes, vous avez peut-être des enfants, etc. Il y a un imaginaire collectif, effectivement, quelquefois péjoratif autour de l'usine. Mais on a parlé de marque employeur pas mal de fois cet après-midi. La marque employeur, ce n'est pas que de belles vidéos qui mettent en avant telle ou telle chose. Mais est-ce que
pour vous, il y a une inversion de tendance avec cette valorisation du caractère technologique que vous évoquiez, mais aussi, par exemple, la fierté des produits made in France. Vous travaillez dans le luxe, il y a quand même cette dimension-là qui peut entrer. Est-ce que vous sentez qu'on peut arriver quand même à inverser des tendances sur l'attractivité des métiers et des employeurs quand même, ou c'est difficile? Non, on y arrive. Je pense que toutes les usines du monde entier, L'Oréal, mais beaucoup d'autres, se modernisent énormément. C'est beaucoup de technologie. C'est du digital déployé partout, de l'automatisation. Alors effectivement, d'un côté, ça faisait peur il y a quelques années parce que ça veut dire qu'il y a moins d'emplois. Mais ce qui est faux, c'est qu'on a transformé des métiers et on attire des gens. Il faut leur montrer, il faut ouvrir nos portes. C'est aussi une des clés, c'est ouvrir les portes de nos usines, les faire entrer, leur montrer ce que c'est. Et donc c'est ce qui est fait aussi beaucoup par nos équipes RH sur des jeunes de collège, de lycée. Venez voir ce que c'est qu'une usine. Leur faire visiter, que ça leur relève montrer de l'imaginaire finalement, que ça relève de la réalité. Mais que c'est formidable surtout. On n'est pas avec des blouses toutes sales, ça n'existe plus ça. Ça n'existe plus. On a des produits magnifiques, il faut les voir. Donc on fait venir, on fait des journées portes ouvertes, on fait des stages 3e aussi pour quand même le premier pas dans une entreprise, c'est aussi ça, leur montrer ce que c'est. Donc oui, non, je pense que bien sûr qu'on y revient, et heureusement, et produire en France, ça existe. Produire en France, un quart des usines du groupe L'Oréal sont en France. Et au moment où on reparle de relocalisation, etc., ça a toute son importance. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai que nous aussi, la direction a mis l'accent pour participer dans toutes les manifestations, les carrefours de l'emploi, mais également les portes ouvertes au sein de la RTA. Et nous allons dans les collèges et lycées présenter nos différents métiers et accueillir ces jeunes en contrat d'apprentissage, les former. Des stages de 3e, vous disiez, nous en avons également beaucoup sur nos différents centres. Et on a cette force aussi d'être sur tout le département de l'Aisne et d'accueillir des lycées et des collèges, des stagiaires. Parce que vous faites aussi du transport scolaire. Alors il y a peut-être des ambassadeurs dans marque employeur à créer. Tout à fait. Franck Ribiot, on a vu le champ d'intervention qui est très large du groupe Randstad et de toutes ses filiales, on va dire. Quelles sont les spécificités du recrutement via l'inclusion ? Qu'est-ce qu'il y a comme particularité ? Est-ce qu'il y a soit des vigilances ou des bonnes pratiques ? Avec le recul, comment vous... Alors pour reprendre la question de la table ronde, c'est l'inclusion, le levier de recrutement. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute en fait que l'inclusion doit être un levier de recrutement. De par les besoins qu'il y a, de par le fait qu'on a beaucoup plus de gens qui sont en emploi aujourd'hui. Donc il faut aller chercher des nouvelles populations pour pouvoir aller chercher les nouveaux emplois de demain. Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle est vraiment sur un des points que vous avez dit, c'est l'accompagnement. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut savoir pour ceux d'entre vous qui recrutent. Quand vous allez dans les champs de l'inclusion, c'est pas facile. Donc les gens ont tendance à se dire, tiens, on va ouvrir nos jobs à des nouvelles populations, mais le faire, c'est bien, mais il faut être très organisé. Donc il faut être organisé. 2, il faut être prêt à avoir pas mal de gens qui ne vont pas jusqu'au bout du chemin. On fait aujourd'hui, par exemple, dans le 93, puisqu'on est dans le 93 et notre siège est juste à côté des Jeux Olympiques, on est partenaire des Jeux Olympiques. Donc on a dit on va essayer de remettre des jeunes du 93 en emploi, puisque dans le 93, il y a un problème d'emploi des jeunes. Sur les 5 derniers groupes qu'on a fait, on a perdu presque 80% des gens au bout d'une semaine. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens qui ont un travail et qui le font 2-3 ans. Ouais, il faut apprendre à l'accepter. Il faut leur réapprendre à apprendre, il faut leur réapprendre potentiellement à travailler et à être dans un... C'est donc des gens qui sont loin de l'emploi. On a fait 574 personnes, on a mis 40 en emploi. 74. Donc on a 2 façons de le regarder. Même avec l'attrait des Jeux Olympiques. En leur tenant la main, en les accompagnant, en faisant plein de choses et en ayant tout un tas de tissus associatifs autour qui travaillaient aussi en amont sur retirer les leviers et toutes les barrières à l'emploi. Donc en fait, il faut vraiment se dire, c'est un levier de recrutement, mais par contre, c'est un levier qui doit être actionné de manière très précise et avec beaucoup d'appui et il ne faut pas se décourager. Donc, comme je le disais quand j'ai fait le débrief avec les patrons de pleine commune, en l'occurrence, je leur dis j'ai 2 façons de regarder le résultat. Soit je regarde les 575 que j'ai regardés au début et je me dis mon Dieu, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Ou alors je regarde les 40 qui ont été mis en emploi et je me dis tiens, c'est 40 qui n'auraient pas réussi à revenir en emploi. Et à qui on a changé la vie. Et à qui on a changé la vie. Et ça, c'est le premier axe, à mon avis, qu'il faut regarder. Le deuxième axe, c'est on a la chance en France d'avoir un tissu associatif et un tissu
associatifs et autres, de personnes qui travaillent énormément dans ces milieux-là. Et on a tous tendance à aller faire des choses un peu de notre côté. Nous, on a un institut, l'Institut Randstad, et quand je suis arrivé il y a 2 ans, j'ai dit, mais pourquoi on va créer des programmes, un nouveau programme, alors qu'il y a déjà 50 programmes qui existent aujourd'hui sur le territoire. Allons mettre notre poids derrière des programmes existants en les aidant en fait à monter à échelle. Puisqu'aujourd'hui, on peut toucher la vie de 1 ou 2 ou 3 personnes, mais on pourrait très bien mettre le même montant avec des gens qui ont déjà la structure et les forces vives, et puis les aider de passer de 100 à 200 personnes avec le même montant. Donc la question, c'est mettez-vous et créez un vrai network associatif ou d'entreprises autour de vous qui vous permettront en fait de pouvoir faire ce que vous n'êtes pas bon à faire. Parce qu'il faut savoir où sont ses limites. Ça, c'est le 2e point. Le 3e point, qui est un point hyper important pour moi, c'est le point de l'accompagnement. Par exemple, c'est-à-dire des structures qui... On a parlé des missions locales, on a parlé du PLI, on a parlé de l'école de la deuxième chance, je peux vous donner des créos dans le cadre du coaching qui ont tous... des gens dans le métier, c'est par exemple de repérer des gens... C'est leur métier de faire du sourcing, de repérer les gens, de les accompagner, d'aider leurs enfants, ce sont des femmes ou des hommes seuls qui ont des enfants en bas âge, etc. etc. Et après, c'est l'accompagnement. Donc en fait, la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est une difficulté d'accompagnement dans le temps. On a souvent tendance à vouloir retrouver un emploi, et on pense qu'une fois que l'emploi est trouvé, on a trouvé la solution. Et la réalité, c'est que le travail commence au moment où l'emploi a été trouvé. Pour des populations, plus elles sont éloignées de l'emploi, et plus en fait il faut les accompagner. Et hélas, souvent les financements, et particulièrement les financements publics, ont tendance à s'arrêter au moment de l'outcome. Et l'outcome, c'est j'ai trouvé un emploi. Et c'est là en fait où le travail commence. Il faut vraiment faire du coaching, suivre les gens, revenir à ce que vous avez dit avec avoir un coach, préparer les managers, etc. etc., etc. Et peut-être le dernier point que je dirais, c'est, je prendrai un exemple puisqu'on a une entreprise adaptée en travail temporaire qui s'appelle Cliff. Donc, et je dis toujours à mes employés de manière assez sarcastique, hein, désolé, je sais que je suis enregistré, mais je dis si vous voulez avoir une conversation demain avec une entreprise, n'importe quelle qu'elle soit, parlez handicap. Puisqu'en fait, ils vont tous vous ouvrir la porte en vous disant, bah oui, on a besoin de gens avec du handicap, etc. etc. Donc, si vous n'arrivez pas à rentrer par le recrutement, vous arrivez à parler handicap et tout le monde va vous recevoir. Parce que tout le monde, en fait, a besoin de personnes potentiellement en situation de handicap. La difficulté, c'est l'opérationnalité, en fait, de ces postes-là. Et moi, je le vis en tant que leader d'entreprise, puisque moi, je dis à mes employés, on ne va pas aller vendre des salades aux gens que nous, on ne mange pas. Alors, ma directrice com n'aime pas quand je dis ça. Mais je dis en fait, est-ce que nous, on recrute des gens en situation de handicap? Est-ce que nous, on est capable de faire des assessments de postes et de se dire, bah tiens, pour ces postes-là, en fait, je peux avoir des gens en situation de handicap et le handicap peut être de tel type, de tel type, de tel type, parce qu'on vit avec des préjugés et ce qu'on voit, c'est que l'opérationnalité en fait de la question du handicap, par exemple, est très compliquée puisqu'entre le chef d'entreprise qui a une vision très humaniste de dire, bah oui, mon entreprise va contribuer effectivement à aider ces populations, etc., etc., et le responsable opérationnel sur une ligne qui lui se dit, moi j'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir me sortir ma ligne, sinon je vais me faire taper dessus par mon boss. Eh ben, il y a une grosse différence en fait, de discussion et potentiellement de préparation et d'acceptation en fait, de ces choses-là. Donc c'est vraiment une question d'accompagnement, de vivre sur un réseau qui existe, de travailler tous ensemble et de mutualiser les forces qu'on a tous et de préparer nos managers à pouvoir avoir ces conversations-là et à pouvoir traiter les gens et les aider quand ils sont en emploi et dans le milieu de travail qu'on doit avoir. On revient à ce que vous disiez sur casser les préjugés finalement aussi, d'aller au-delà de certaines convictions établies. Voilà. Florence Joly, quand vous recrutez sur des logiques d'inclusion, il y a pour vous des spécificités, des difficultés particulières ou des enjeux différents peut-être? Alors bien sûr, pour les personnes en situation de handicap, sur des postes comme les nôtres en logistique, forcément il y a une réflexion sur le handicap s'il est adapté à nos métiers, ça forcément. Sinon, voilà quoi. Une fois qu'on sait et qu'on peut projeter et on peut adapter. Après, on a toujours des aides aussi de la GFIP sur une adaptation, un matériel ou quoi que ce soit. Donc, on peut aussi avoir une réflexion globale et aller chercher des subventions et aider cette personne à pouvoir se réadapter et intégrer nos structures. Je peux juste sur la question du handicap, c'est intéressant parce que j'étais en Franche-Comté
la semaine dernière. On a créé une entité au sein d'une entreprise adaptée. Donc une entreprise qui a créé c'est une ancienne société dans l'automobile qui a pris un des entrepôts et qui a créé un centre adapté pour des personnes en situation de handicap. Ils ont aujourd'hui 80 personnes qui travaillent, qui sont handicapées, à plus ou moins degrés, qui travaillent dans cette entreprise-là, et ils ont fait un centre médical, ils sont en train de faire une salle de spectacle, ils ont organisé tous les transports avec les communautés de communes, ils ont organisé le logement pour ces personnes-là qui viennent partout de la France, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure que je me promenais dans la salle, et nous, il se trouve qu'on a créé à la fois une agence CLIF dans cette entreprise adaptée, et on a aussi un centre de sourcing, donc de gens qui sont en situation de handicap, qui font du sourcing pour nous, pour nos agences, et qui vont chercher, puisqu'en fait, c'est possible. Et au fur et à mesure que je me promenais, je vous promets, j'ai passé une demi-journée dans cette entreprise, j'étais incapable de vous dire qui avait un handicap et qui n'en avait pas. Incapable. Donc la première chose qu'il faut se dire, et moi c'est la leçon que je ressors de ça, c'est qu'on a nos propres a priori. Tout de suite on pense à Steve Hawkins. Mais il y a plein de gens en fait qui sont sourds d'une oreille, c'est un handicap. Il y a des gens qui ont de la sclérose en plaques et c'est du handicap. Ça ne les empêche pas de faire des métiers très intéressants. Oui. Et l'autre chose, c'est qu'on leur donne des métiers intéressants. Et quand on leur donne des métiers intéressants, ces gens-là se donnent à fond. Donc il faut qu'on travaille sur nos a priori. En fait, et moi, quand on y va, et c'est un vrai choc, hein, on se dit, mais moi, je suis incapable de vous dire, en fait, qui, là, est handicapé ou pas. J'en sais rien. Donc déjà, ça se pose beaucoup de questions sur, après, la révélation des postes. Et je pense que je vais envoyer mes managers quelques-uns en stage là-bas pendant 2-3 jours pour qu'après ils reviennent en se disant bah, tiens, mes consultants ils pourraient être comme ci, comme ci, comme ça, parce qu'en fait ils sont comme tout le monde. Et ça c'est hyper important. Ça c'était juste sur le handicap. Hein. Alors juste pour réagir, et pourquoi pas avec vous, on va finir par se le dire quand même. C'est peut-être au-delà d'être un levier de recrutement, au-delà peut-être d'être une possibilité d'intégrer des collaborateurs. Et d'avoir des collaborateurs engagés, au final, ça crée aussi une richesse, cette diversité. Alors, juste pour compléter ce que mon voisin a dit, donner un fer à souder à Picasso, il fera absolument rien. Donnez-lui un pinceau, il fera des miracles. On a un petit jeune qui était un peu perdu, qui est resté chez ses parents, qui n'a rien fait pendant 3 ans après ses études. Et puis au bout d'un moment, son papa lui a mis un coup de pied aux fesses et lui a dit bah, écoute, sors dehors et va voir ce qui se passe. Il a toqué chez nous, on lui a refait faire une formation et on l'a réintégré dans la vie. Et je pense que c'est pas un levier de recrutement, c'est une obligation. On a ce devoir de faire avancer sociétal, de faire avancer nos entreprises, nos équipes, et cette diversité fait qu'on va les faire grandir et que ces jeunes vont devenir des talents. On va transformer nos équipes en talent, on va oublier leurs différences et on va en faire des Picasso de leur métier. Et c'est ça qui est important. Merci Paul Maxel. Et on est déjà dans... Finalement, vous avez anticipé notre dernière question qui était un peu le mot de la fin. On a entendu richesse, diversité. Florence, par exemple, votre mot de la fin pour vous, c'est... Moi, c'est savoir-être en fait. Parce que quand on recrute, en tant que recruteur, on cherche du savoir-être parce que le savoir-faire, il va s'acquérir en fonction du temps et de la motivation. Et justement, les personnes qui sont peut-être différentes, puisqu'on est sur la diversité, mais qu'est-ce que la différence ? On pourrait faire un sujet de philo. Tout le monde est différent de quelqu'un, de toute façon. On est tous différents, et heureusement. Bien sûr. Ça permet, quoi, je veux dire, voilà, c'est le savoir-être. En tout cas, moi, j'estime qu'il y a plus de savoir-être peut-être dans les personnes différentes. Qu'est-ce que la différence ? Et quand on a préparé, vous m'avez dit, il y a une espèce d'équilibre entre finalement ces savoir-être, ces soft skills, comme on les appelle souvent, et la logique de formation et d'accompagnement. C'est ça, on va les accompagner et ils vont savoir faire, quoi. Donc, du coup, c'est quelqu'un sur qui on va pouvoir capitaliser, fidéliser. Merci. Romaric, un petit mot pour conclure ? Non, je rejoins ce que vous venez de dire. Effectivement, on va savoir capitaliser, mais ça, autant les personnes qui vont rentrer dans une entreprise, quel que soit le handicap, visible, non visible, effectivement, chez nous, on a 80% on a 12 personnes à situation de handicap dans l'usine, 80% non visibles.
effectivement, je rejoins, on ne sait pas, hein, tout simplement. Mais on n'a pas à le savoir, surtout. Bien sûr. On s'en moque royalement. À partir du moment où ils sont formés, ils font comme les autres, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est des personnes lambda. Et ils ont les mêmes attentes, il y a les mêmes attentes, etc. Exactement. Qu'est-ce que vous diriez à un confrère directeur d'usine qui serait assez réfractaire à s'engager dans ces logiques d'inclusion, d'insertion, de diversité? Bah, surtout venir voir une usine qui le fait plutôt très bien, et chez nous on le fait plutôt très bien, l'usine de Sbrocos le fait très bien. En fait, ça apporte deux choses, c'est les personnes qui sont intégrées, recrutées peut-être finalement à la fin, apportent beaucoup de richesse à tout le monde, parce que les personnes qui sont tuteurs de ces personnes-là se développent aussi énormément. Parce qu'il y a beaucoup d'appréhension très souvent. Il y a de l'appréhension, il y a faut franchir le pas. Et à la fin, on développe autre chose. Et un état d'esprit, une façon d'être aussi. Et qui se répand, tout simplement. Super. Florence, c'est le meilleur moyen de lutter contre la peur, finalement, de l'autre, c'est d'apprendre à le connaître. C'est ce que vous ressentez aussi? Alors oui, je vous rejoins tous les deux et créer un vivier de talents aussi plus riche. Et on parlait tout à l'heure des jeunes en difficulté. C'est aussi les insérer, les accompagner, les former au sein de notre société et être présent. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie d'aller justement sur ces salons dont j'évoquais tout à l'heure pour aller chercher ces jeunes et les former, les faire venir dans notre entreprise et découvrir, je veux dire, ce beau métier de conducteur de car et notre belle entreprise avec toutes ces valeurs humaines. Le sujet de l'inclusion est vaste, hein, on pourrait en faire un prochain Human Day, par exemple. En tout cas, je vous remercie tous pour vos témoignages très riches, avec des publics très différents, des contextes d'entreprise très différents. Et on a aussi une vidéo à vous montrer de quelqu'un qui voulait témoigner aussi de l'intérêt de toutes ces initiatives. Bonsoir à tous. Je suis évidemment désolé de ne pas être parmi vous à l'occasion de ce Human Day organisé par Maxime François et ses équipes. Je salue toutes les forces vives, sociales, économiques, les élus du territoire qui sont mobilisés aujourd'hui sur un sujet qui m'est cher, qui est au cœur de la mission de France Travail, de la mise en œuvre de France Travail, et puis aussi qui fait, je crois, fortement écho aux valeurs et à la mobilisation, je dirais, historique et collective qui a toujours eu lieu dans notre belle région des Hauts-de-France. L'inclusion au service du recrutement, au service de la performance des entreprises. Comment savoir mieux identifier dans la diversité, dans la fragilité, dans la mixité des talents, toutes les pépites, tous les potentiels qui vont faire le succès demain de nos entreprises. Car il faut bien le dire, dans cette période où le chômage a déjà considérablement baissé, où nous n'avons jamais connu un taux d'emploi aussi élevé, il faut bien le dire, depuis 1974, eh bien, les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter et nous avons des efforts accrus à faire pour pouvoir toucher tous ceux qui sont aujourd'hui encore privés d'emploi, voir comment leur donner les meilleures chances de se remettre dans une dynamique avec la formation, avec l'accompagnement et assurer un retour à l'emploi le plus rapide possible. Il faut donc accompagner les personnes de façon toujours plus intensive, de façon personnalisée, de façon stimulante, mais c'est aussi essentiel que les entreprises ouvrent leurs portes, s'ouvrent à cette diversité, repensent leur mode de recrutement et je crois que les illustrations qui ont été partagées par L'Oréal, très engagé dans cette démarche, ou Randstad avec Franck Ribuot, vous ont montré combien ça pouvait être concret de mêler inclusion et performance RH. J'ai en souvenir mon passage dans la Somme, par exemple à Méholt, dans l'usine d'Airbus, où le maillage finalement entre Pôle emploi, les acteurs de l'intérim et les entreprises de l'aéronautique permettait finalement de construire des parcours de développement des compétences et finalement la réussite de la région, la réussite de ce territoire, la réussite de ces entreprises en faisant un pas de côté et en pariant sur l'inclusion. L'inclusion, c'est un état d'esprit qui traverse toute la philosophie de France Travail, dont la vocation est d'assurer le plein emploi. Et pour assurer le plein emploi, il faut mieux accompagner les entreprises, mieux les engager dans ces démarches d'inclusion
et il faut aussi identifier et accompagner toutes les personnes privées d'emploi qu'on a trop longtemps laissées sur le bord du chemin. C'est à la croisée de ces deux défis que nous allons atteindre le plein emploi, et cet objectif-là, c'est évidemment celui que nous partageons avec vous tous dans les Hauts-de-France. Vous pouvez compter en tout cas sur ma détermination totale pour accompagner vos initiatives, accompagner les projets et évidemment m'inspirer de toutes les tables rondes et de toutes les réflexions et les préconisations qui sont ressorties de ce Human Day. Donc à l'année prochaine, et en tout cas merci pour ces propositions, ces idées, ces partages très inspirants pour France Travail. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous cinq. Paul Mexinte, on vous souhaite de garder autant d'énergie pour développer votre projet. Merci Franck Ribio, au plaisir d'un prochain événement. Florence, Sylvie, merci à vous aussi pour votre présence. Romaric, merci beaucoup. À bientôt.